Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer l'étude du premier chapitre du livre « Les principes de gouvernance de la Chine ancienne ». Ce chapitre s'intitule « La voix du dirigeant ». Comme nous le savons tous, un dirigeant est celui qui dirige le pays ou l'organisation dont il est membre. L'appellation dirigeant est utilisée pour désigner un roi, un empereur, un duc, un prince, mais aussi un président, un ministre, un chef d'entreprise, un responsable de communauté locale, etc. Dans notre contexte spécifique, nous allons plutôt parler de dirigeants d'un pays à différents niveaux. Le dirigeant peut être un homme ou une femme et il ou elle dispose de pouvoirs formels qui lui sont donnés par la loi ou par les procédures de nomination. Disposer de pouvoir implique risque d'avoir de la tentation. C'est justement contre la tentation que le livre « Les principes de gouvernance de la Chine ancienne » met en garde les lecteurs dans le sous-chapitre qui s'intitule « De l'art de forger son caractère, résister à la cupidité ». La cupidité, en gros, c'est le désir immodéré de gain et de richesse. Le premier pas à effectuer pour entamer et suivre la voie du dirigeant, c'est donc forger son caractère et résister à la cupidité. Résister à la cupidité est le comportement primordial à avoir pour toute personne qui veut être un bon dirigeant. Ceci est vraiment d'une importance capitale car la cupidité est la racine de la mauvaise gouvernance en général. Le dirigeant doit apprendre et à être sensible aux impacts négatifs de la cupidité dans la gestion du pays et par la suite forger son caractère pour résister à cette cupidité. Voilà ce que Han Shu a dit dans le rouleau 19, volume 7. Près d'un millier d'années s'est écoulé depuis l'âge d'or des rois Cheng et Kang. De nombreux dirigeants ont tenté de les égaler, mais cette époque de paix et de prospérité est révolue. Les dirigeants n'observent plus la droiture et la morale dans leur gouvernance et nourrissent des désirs égoïstes au détriment de l'intégrité et la bienveillance. Les dirigeants doivent absolument garder la droiture et la morale pour que le pays soit prospère. Lao Tse dit dans le rouleau 34 « Rechercher excessivement la splendeur visuelle fausse la vision et empêche de voir au-delà des apparences. Chercher sans cesse l'excitation musicale engourdit l'audition et entrave la capacité à apprécier les subtilités des notes. Profiter avec excès d'une cuisine raffinée fausse le goût et empêche de se délecter vraiment des mets. Se vautrer dans le frisson de la chasse au gibier rend arrogant et cruel. Désirer des objets rares et précieux rend avide et conduit à agir sans scrupule. D'après Shang Shu, dans le rouleau 2, le roi Yu de l'Antiquité disait « L'obsession des femmes, de la chasse, du bon vin, du chant, de la danse et des résidences luxueuses où abondent les peintures et les sculptures inestimables représente pour un souverain le risque de causer la ruine de son pays. En effet, tout excès dû à la cupidité mène à la décadence personnelle et à la ruine du pays. Il ne faut pas non plus
que le dirigeant soit pressé de jouir de la notoriété du pouvoir et accumuler à tour de bras les biens matériels. Voici ce que dit Wei Zi dans le rouleau 26, volume 2. En général, tout ce qui se développe trop vite s'écroule tout aussi rapidement, alors qu'un développement lent et régulier est plus assuré de produire des résultats favorables. Les plantes qui fleurissent en début de matinée se dessèchent et flétrissent dans la soirée, mais le pain, à la croissance lente, survivent dans le froid extrême de l'hiver. Ainsi, un homme de bien, c'est-à-dire un bon dirigeant, n'agit jamais à la hâte. Le dirigeant doit être bienveillant et vertueux. Ce sont des caractères fondamentaux nécessaires pour le développement du pays. Wen Zi dit dans le rouleau 35, « Un dirigeant qui mène son pays vers la ruine s'efforce en général d'élargir son territoire, mais néglige son devoir de bienveillance et recherche le prestige au détriment de la vertu. Ce faisant, il perd toutes les conditions qui peuvent assurer la survie de son pays et dirige inévitablement sur la voie de la destruction. Résister à la cupidité, c'est aussi résister à la quête de popularité excessive et au culte de personnalité. Thi Lun, dans le rouleau 48, disait « Rien ne peut causer plus de tort à un dirigeant que de quérir l'adoration et la popularité. S'il tombe dans ce piège, ses administrés n'auront aucun mal à connaître ses désirs et à s'y conformer. Être bienveillant et vertueux, être capable de forger son caractère et résister à toutes sortes de cupidité, voilà le premier pas à effectuer pour parcourir la voie du dirigeant. Le second pas à entamer pour parcourir la voie du dirigeant est être économe et diligent. C'est-à-dire être à la fois un bon gestionnaire de ressources, tout en étant capable d'élargir et d'agir avec rapidité et efficacité. D'après Han Shu, dans le rouleau 14, volume 12, les anciens disaient « Si l'agriculteur refuse de travailler, certains mourront de faim. Si une femme refuse de tisser, certains souffront de froid. La croissance de toute chose est limitée par les saisons. Si nous consommons aveuglément, les ressources s'épuisent tôt ou tard. Les anciens planifiaient donc méticuleusement pour assurer suffisamment de réserves et développement de la nation. » Le dirigeant doit être un bon planificateur et doit aussi se discipliner afin de restreindre ses propres envies. Zhen Yaolun dit dans le rouleau 47, « Se discipliner pour diriger un pays impose en premier lieu de restreindre ses envies. » Il est écrit dans le livre Li Ji, « Ne cédez pas au désir. » Les grands dirigeants travaillaient avec acharnement et vivaient frugalement, alors que ceux qui ont échoué étaient extravagants et dépensiers. Les premiers savaient retenir leurs désirs, tandis que les seconds leur laissaient libre cours. La vanité nous met en danger alors que la modération nous protège. Le troisième pas à suivre sur la voie du dirigeant, c'est maîtriser ses émotions. En effet, une grande charge de responsabilité implique inévitablement de grandes pressions et beaucoup de charges émotionnelles. Le dirigeant doit absolument maîtriser ses émotions. Dans le rouleau 50, Bao Pu Zi dit
Un gouvernement qui applique des peines sévères avant d'énoncer clairement une interdiction ou déploie son armée pour envahir un pays voisin avant d'avoir établi de stratégies court à sa perte. Quel intérêt y aurait-il, par exemple, à brûler les champs pour détruire les sauterelles, à battre les arbres pour se débarrasser des infestations de vers et d'insectes, avaler du poison pour éradiquer ses poux et ses puces, ou démolir une maison afin de chasser les moineaux et les rats? Et Han Shu, dans le rouleau 17, volume 5, de continuer, un dirigeant éclairé se soucie toujours du bien-être du peuple. Il ne saurait mener de vendetta personnelle au détriment de la justice publique. Les dirigeants doivent savoir balancer les émotions et la raison pour que ces décisions fassent passer l'intérêt du peuple avant ses propres intérêts et restent dans le cadre de la loi en vigueur. Le quatrième pas à entamer pour suivre la voie du dirigeant, c'est promouvoir les bonnes œuvres. Le dirigeant doit savoir analyser la société où il évolue, tirer des leçons de vie de ses analyses et transmettre ses expériences à la population. Le dirigeant a un rôle d'éducateur. Il est un modèle et éduque les gens à être vertueux et à faire le bien en promouvant les bonnes œuvres. D'après Lun Yu, dans le rouleau 9, Confucius dit « Au contact des autres, je les considère comme mes professeurs. J'observe leurs qualités et je m'en inspire, tout comme je note leurs défauts que j'essaie de corriger en moi. » Dans le rouleau 35, Zhengzi dit « La plus grande vertu est de prendre plaisir à faire le bien. Vient ensuite l'habitude de faire le bien, puis la capacité à s'efforcer de faire le bien. Savoir apprécier et promouvoir les bonnes œuvres est une qualité très appréciée chez le bon dirigeant. » Le cinquième pas à suivre sur la voie du dirigeant, c'est corriger ses erreurs. C'est un pas très important. En effet, les erreurs sont humaines, tout le monde en fait. Mais, d'après Lun Yu, dans le rouleau 9, Confucius disait « Faire une faute mais ne pas la corriger, voilà la véritable erreur. » Et Zhigong disait « Les erreurs d'un homme de bien sont comme les éclipses de soleil et de lune. Lorsque l'homme de bien fait une faute, tout le monde voit ses défauts. En se rectifiant, la lumière revient comme après l'éclipse et tous le regardent avec respect. » C'est en rectifiant ces erreurs que le dirigeant peut de nouveau gagner le respect de ses administrés. Mais avant de rectifier quoi que ce soit, il faut d'abord que le dirigeant soit conscient qu'il a fauté ou qu'il a fait des erreurs. Dans le rouleau 17, volume 5, Han Shu dit « Les gouvernements des anciens rois sages comptaient des historiens chargés de consigner les erreurs commises par les dirigeants et des musiciens qui composaient des ballades à partir de ces erreurs. Le peuple pouvait les critiquer sans crainte et les commerçants pouvaient en discuter sur le marché. Ainsi, les souverains entendaient les critiques et y répondaient par la mise en œuvre de politiques judicieuses, justes et honorables. Cette clairvoyance contribuait à la longévité de leur règne. Le dirigeant doit savoir écouter les critiques, que ce soit des critiques positives ou négatives, et
accepter de tirer les leçons des défaillances ou des échecs. Ici, les principes de gouvernance de la Chine ancienne parlent très clairement de la liberté d'expression. Loin de dénigrer cette liberté d'expression, ce texte affirme que c'est un outil fondamental pour aider les dirigeants à être conscients de leurs erreurs pour qu'ils puissent les rectifier par la suite. Ceci étant, la pratique de cette liberté d'expression doit se faire dans le respect strict des lois en vigueur, dans le but d'amélioration de la situation, mais pas l'inverse. Yu Zi nous met en garde en disant dans le rouleau 31, « Notre plus grosse erreur serait de connaître nos défauts, mais de refuser de changer au détriment de notre santé physique et mentale, jusqu'à en perdre la vie. » Le vrai dirigeant doit avoir l'humilité d'accepter ses erreurs et le courage de les rectifier, même si c'est difficile, comme d'après Zhong Lung dans le rouleau 46. Disait, les anciens sages disent, deux choses sont difficiles à accomplir dans la vie. L'une est de reconnaître ses erreurs et de les corriger. L'autre est de savoir quand critiquer et corriger les erreurs d'autrui. Le sixième pas à entamer sur la voie du dirigeant, c'est la piété filiale. D'après Qiang Jing, dans le rouleau 9, Confucius dit « Celui qui aime ses parents n'oserait haïr personne. Celui qui les honore n'oserait mépriser qui que ce soit. Le Fils du ciel, c'est-à-dire le roi, prend soin de ses parents avec amour et respect pour donner un exemple de vertu à son peuple ainsi qu'au monde entier. » Dans le livre Shangshu, Liu Xing explique « Quand un souverain respecte et aime ses parents, ses sujets lui font confiance et la nation jouit d'une stabilité durable. » Chers amis, c'est une révélation. Il y a un lien direct entre le respect des parents par le dirigeant et la stabilité durable du pays, donc le développement d'une nation. Ce qui est étonnant ici, c'est la proximité de ce propos de Confucius avec le texte biblique dans l'Exode 20:12 qui dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » La notion de piété filiale englobe toute la famille. Voici ce que dit Kong Jia Yu dans le rouleau 10. Les rois sages de la dynastie Jia, Shang et Zhou aimaient et respectaient leurs épouses et leurs enfants pour plusieurs raisons. Leurs femmes étaient en charge des rites de commémoration des ancêtres, des soins aux parents du roi et de l'éducation de ses successeurs. Quant aux enfants, ils étaient les héritiers du roi. Comment le roi aurait-il pu être irrespectueux envers sa femme et ses enfants? Un roi respecte tout un chacun. Une personne doit d'abord se respecter elle-même, car sa vie est une extension de ses parents. Comment pourrait-elle ne pas se respecter elle-même? Le non-respect de soi blesse les parents. Blesser ses parents équivaut à blesser ses racines. Et lorsque la racine est endommagée, les branches se meurent. Les roturiers, qui, comme le roi, ont ces trois choses, eux-mêmes, une femme et des enfants, suivent naturellement l'exemple du roi. Le roi se respecte et respecte donc les autres. Il aime ses enfants et aime donc ceux des autres. Il respecte sa femme et respecte donc les épouses des autres.
En comprenant cela, le roi peut propager cet enseignement profond dans le monde entier. En effet, c'est un enseignement très profond que le véritable dirigeant doit connaître. Ceci étant, Hu Han-shu, dans le rouleau 24, volume 4, met en garde le dirigeant sur un point très précis. Voilà ce qu'il dit. Même s'il aime profondément ses parents, un dirigeant doit maintenir son autorité sur eux afin d'éviter qu'ils ne deviennent arrogants et irrespectueux. Ceux-ci bénéficient d'un statut privilégié, mais doivent se conformer à la loi qui refrène les comportements outrageux et les abus. Chers amis, nombreux sont les dirigeants déchus à cause des abus de leurs proches qui sapent leur respectabilité. C'est la responsabilité du dirigeant d'asseoir son autorité sur ses proches pour éviter le pire. Ainsi s'achève notre séance d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces émissions sur les principes de gouvernance de la Chine ancienne. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Merci.